Le soleil de septembre filtrait à travers les rideaux de dentelle du salon de Camille, créant une atmosphère douce et familiale. C'était dimanche, jour sacré des déjeuners en famille. Autour de la table dressée avec soin, 4 générations se retrouvaient. Pierre et Martine, les grands-parents aux cheveux gris, Amélie dans sa robe blanche impeccable, et la petite Léa qui babillait joyeusement. Camille disposait les derniers plats, quand sa fille de 9 ans se leva spontanément pour l'aider. « Maman, je peux débarrasser ?» demanda Léa avec son sourire lumineux. L'enfant saisit délicatement le pichet de jus d'orange, mais ses petites mains glissèrent. Le liquide doré éclaboussa la chemise immaculée d'Amélie. Le temps se figea. Le visage d'Amélie se métamorphosa instantanément. Ses traits se durcirent, ses yeux flambèrent d'une rage disproportionnée. « Sale petite peste !» hurla-t-elle en se levant d'un bond. Sa main s'abattit sur la joue de Léa, avec une violence qui projeta l'enfant contre le mur. Camille eut le souffle coupé. Jamais elle n'avait vu une telle brutalité dans sa propre maison. Mais Amélie n'en avait pas terminé. Elle agrippa brutalement le bras de Léa et la traîna vers le placard de l'entrée. « Cet enfant est pénible et impoli !» cria-t-elle, en enfermant sa nièce dans l'obscurité. « Elle l'a fait exprès, vous ne voyez pas ?» Pierre acquiesça immédiatement, comme un automate. « Amélie a raison. Cette petite devient incontrôlable. » Martine renchérit d'une voix sèche. « Nous sommes d'accord. Elle ressemble de plus en plus à Camille au même âge. » Ces mots transpercèrent à Camille comme une lame glacée. Ses propres parents approuvaient cette violence? Ses mains tremblaient, tandis qu'elle sortait discrètement son téléphone. Quelque chose en elle s'était réveillé, un instinct maternel féroce qu'elle ne connaissait pas. Elle filma tout, les larmes silencieuses de Léa, la satisfaction cruelle d'Amélie, la complicité honteuse de ses parents. « Thomas va rentrer bientôt », murmura-t-elle en libérant sa fille du placard sombre. Amélie ricana. « Ton commissaire de mari ? Il ne pourra rien faire contre la famille. » Mais en revisionnant la vidéo ce soir-là, Camille découvrit quelque chose de plus terrible encore. On entendait distinctement Pierre chuchoter à Martine. « Tu vois bien qu'elle ne supporte toujours pas les enfants. Il va falloir agir rapidement. » Un frisson glacé parcourut l'échine de Camille. Que cachait cette phrase? Depuis combien de temps utilisait-il Léa comme test? Cette nuit-là, regardant sa fille endormie contre elle, Camille sentit naître en elle une détermination farouche. Plus jamais personne ne toucherait à son enfant. Plus jamais elle ne se tairait. La guerre venait de commencer. L'aube pointait à peine quand Thomas poussa la porte de leur maison de Versailles. Ses traits étaient marqués par 24 heures d'enquête sur un accident mortel qui avait bouleversé toute la région. En tant que commissaire principal, il portait le poids de ces tragédies. Mais rien ne l'avait préparé à ce qu'il allait découvrir chez lui. Camille l'attendait dans la cuisine, les yeux rougis par une nuit blanche. Léa dormait encore, recroquevillée contre sa mère comme un petit animal blessé cherchant protection. « Elle a refusé de retourner dans sa chambre », murmura Camille. Elle vérifie sans cesse que le placard est bien ouvert. Thomas s'agenouilla près de sa fille, caressant doucement ses cheveux emmêlés. Comment quelqu'un avait-il pu s'en prendre à cette enfant innocente? Ses mains de policier, habituées à rassembler les preuves, tremblaient légèrement. « Montre-moi », dit-il simplement. Camille sortit son téléphone. Les images qui défilèrent transformèrent instantanément Thomas. Le mari protecteur céda la place au professionnel aguerri qui analysait méticuleusement chaque détail. La violence de la gifle, la brutalité avec laquelle Amélie avait traîné Léa, mais surtout cette complicité immédiate des grands-parents. « Violence volontaire sur mineur par ascendant », déclara-t-il d'une voix glaciale. « Circonstance aggravante de vulnérabilité de la victime. Article 222-13 du Code pénal. C'est un délit flagrant. » Camille sentit son cœur s'accélérer. « Que veux-tu dire ?» Thomas se redressa, ses années d'expérience guidant ses mots. « Avec cette vidéo, nous avons des preuves irréfutables. Je peux demander une commission rogatoire au procureur aujourd'hui même. L'arrestation pourrait avoir lieu jeudi matin. » Le silence retomba dans la cuisine. Camille réalisait l'ampleur de ce qui l'attendait. Porter plainte contre sa propre sœur détruirait définitivement leur famille. Mais ne rien faire trahirait Léa et la condamnerait à subir d'autres violences. « Il y a autre chose », avoua Thomas, le regard sombre. « Depuis 2 mois, je supervise discrètement une enquête préliminaire sur Amélie.
La directrice de l'école des enfants de son ex-mari nous a signalé des comportements inquiétants, propos déplacés, tentatives d'isolement des enfants lors des sorties scolaires. Camille blêmit. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Secret de l'instruction et conflit d'intérêts évident. Thomas passa une main fatiguée sur son visage. Je ne pouvais pas imaginer qu'elle s'en prendrait à Léa. Nos investigations ont révélé qu'elle consultait un psychiatre depuis 8 mois. Tes parents perdent les consultations. Cette révélation frappa Camille comme une gifle. Ils savaient qu'elle était dangereuse. C'est ce que nous devons découvrir. Mais Camille... Thomas prit les mains de sa femme dans les siennes. C'est maintenant ou jamais. Chaque jour qui passe affaiblit notre position. Les preuves se diluent, les témoins oublient, et Amélie aura le temps de préparer sa défense. Léa remua dans son sommeil, murmurant des mots incompréhensibles. Dans ses rêves d'enfant traumatisée, quel cauchemar rejouait-elle encore et encore? « Explique-moi la procédure », demanda Camille d'une voix déterminée. « Tu déposes plainte cet après-midi. Pour éviter tout soupçon de conflit d'intérêts, je transmets immédiatement le dossier au capitaine Roussel. Le procureur examine les preuves et s'il estime les charges suffisantes, signe une commission rogatoire. Délai minimum 48 heures. » Camille ferma les yeux, pesant chaque conséquence. Sa famille d'origine contre sa famille choisie. Le passé contre l'avenir. La peur contre la courage. Combien de temps Amélie risque-t-elle? Avec les circonstances aggravantes et tes antécédents familiaux que l'enquête révélera, entre 18 mois et 3 ans ferme. Dans ses bras, Léa ouvrit soudain les yeux, fixant sa mère avec une intensité troublante. « Maman, tu vas la faire partir? La dame aux 2 visages ?» Cette question d'enfant bouleversa Camille. Léa avait tout compris. Elle savait que sa tante était dangereuse. Elle attendait qu'on la protège, enfin. « Oui, ma chérie. Maman va la faire partir. » Thomas acquiesça gravement. « Je contacte le procureur dès 8 heures. L'arrestation d'Amélie pourrait avoir lieu jeudi à l'aube. » Pour la première fois depuis des heures, Camille sourit. Un sourire dur, déterminé, celui d'une mère qui venait de découvrir sa force. La petite fille soumise qu'elle avait été, était morte la veille dans ce salon. À sa place naissait une guerrière. Mardi matin, 8 heures précises. Camille se tenait devant la porte de ses parents, son téléphone serré dans sa main comme une arme. Elle avait à peine dormi, mais sa détermination était inébranlable. Fini le temps des non-dits et des silences complices. Pierre ouvrit la porte, surpris de cette visite matinale. « Camille, que fais-tu là si tôt ? Il faut qu'on parle, tous les 3. » Sa voix était ferme, sans appel. Dans le salon aux meubles anciens, l'atmosphère se tendit immédiatement. Martine, encore en robe de chambre, évitait le regard de sa fille. Elle savait. Ils savaient tous les 2 pourquoi Camille était là. « Regardez », dit simplement Camille, en posant son téléphone sur la table basse. Les images défilèrent dans un silence de plomb. La violence de la gifle, les cris d'Amélie, l'enfermement de Léa, mais surtout, leur propre voix approuvant, cautionnant, légitimant cette agression. Pierre s'effondra le premier. Mon Dieu, on ne pensait pas que c'était si grave. « Si grave !» explosa Camille. « Ma fille de 9 ans enfermée dans un placard après avoir été frappée, et vous trouvez ça normal ?» Martine fondit en larmes. « Tu ne comprends pas, Camille. Amélie est malade, vraiment malade. » « Alors expliquez-moi, depuis quand le savez-vous ?» Les mots sortirent comme un torrent longtemps retenu. Amélie souffrait de troubles bipolaires depuis l'adolescence, diagnostiquée officiellement à 28 ans après une crise psychotique majeure. Les épisodes s'étaient aggravés avec son divorce. Le docteur Lemarchand nous a prévenus il y a 8 mois. Avoua Pierre, la voix brisée. Elle présentait des signes de dangerosité, particulièrement avec les enfants. Mais on espérait qu'en famille, dans un cadre rassurant. Vous espériez quoi exactement? Camille sentait la colère monter, pure et brûlante. Qu'elle aille mieux, qu'on évite l'hospitalisation forcée. Martine se tordait les mains. On ne pouvait plus la recevoir chez nous depuis qu'elle avait menacé de me planter un couteau dans le ventre en décembre dernier. Le sang de Camille se glaça. Et vous m'avez envoyé Léa? Pierre osa enfin lever les yeux. On voulait voir si elle allait mieux avant de prendre des mesures définitives. Léa était notre façon de tester ses réactions. Ses mots résonnèrent comme une condamnation.
Ils avaient utilisé sa fille de 9 ans comme cobaye thérapeutique, l'exposant consciemment au danger pour éviter de prendre leurs responsabilités. « Depuis combien de temps elle fait ça ?» demanda Camille d'une voix blanche. Le silence s'éternisa. Puis Martine murmura « Les premiers signes, vers 15 ans, mais on pensait que c'était l'adolescence. 30 ans. 30 années de violence psychologique, de chantage, de manipulation que ses parents avaient tolérées, encouragées même, pour avoir la paix. Et maintenant, il reproduisait le même schéma avec Léa. « Vous m'avez sacrifiée », constata Camille avec une lucidité terrible. « Pendant toute mon enfance, vous m'avez sacrifiée pour qu'elle ne fasse pas de crise. Et maintenant, vous voulez sacrifier ma fille. Ce n'est pas si simple, » tenta Pierre. « Si, c'est exactement ça. » Camille se leva, dominante, transformée. « Mais cette fois, c'est fini. Je porte plainte aujourd'hui. » Martine pâlit. « Tu ne peux pas faire ça. C'est ta sœur, notre famille. » « Notre famille ?» Camille ricana amèrement. « Quelle famille ? Celle qui ferme les yeux sur la violence, celle qui protège le bourreau et abandonne les victimes. » Elle ramassa son téléphone. Cette preuve accablante qui allait tout changer. Thomas contacte le procureur ce matin. Amélie sera arrêtée jeudi. Pierre se leva d'un bond, paniqué. « Camille, réfléchis. Si tu fais ça, nous ne pourrons plus jamais... » « Plus jamais quoi ? Me mentir ? M'utiliser ? Mettre ma fille en danger ?» Elle se dirigea vers la porte. « C'est parfait. »« Attendez !» cria Martine. « Il faut que vous sachiez. Le docteur Lemarchand nous a dit qu'Amélie était... qu'elle était devenue réellement dangereuse. Pas seulement instable. Dangereuse. » Camille se retourna lentement. « Et vous m'avez quand même envoyé Léa ?» Le silence qui suivit valait tous les aveux. À 14 heures précises, Camille poussait les portes du commissariat de Versailles. Le capitaine Roussel, collègue de Thomas, la reçut avec gravité. Elle déposa sa plainte d'une voix ferme. Chaque mot pesé, chaque détail documenté. À 17 heures, le procureur de Versailles signait la commission rogatoire. L'arrestation d'Amélie était programmée pour jeudi 19 septembre, 7 heures du matin. Camille rentra chez elle avec un sentiment étrange. Elle venait de détruire sa famille d'origine. Mais pour la première fois de sa vie, elle se sentait libre et puissante. Dans sa chambre, Léa l'attendait avec un dessin. Une maison entourée de hauts murs, avec une petite fille souriante à l'intérieur. « C'est notre nouvelle maison, maman. Celle où les méchantes personnes ne peuvent pas entrer. » Camille serra sa fille contre son cœur. Demain, la vraie guerre commencerait. Jeudi 19 septembre, 6h45. 3 voitures de police stationnées silencieusement devant l'immeuble d'Amélie, rue des Tilleuls à Boulogne-Billancourt. L'opération était minutieusement orchestrée. Le capitaine Roussel dirigeait personnellement cette arrestation délicate, conscient des enjeux familiaux et médiatiques. Dans l'immeuble haussmannien, les premiers signes d'agitation apparaissaient. Madame Bertrand, la concierge, avait remarqué les véhicules officiels depuis sa loge. Au 2e étage, Monsieur Dumont écartait discrètement ses rideaux, intrigué par cette présence policière inhabituelle. « Unité en position », grésilla la radio du capitaine Roussel. « Pas de mouvement suspect. Procédons. » 6 agents en uniforme gravissaient l'escalier de marbre, leurs pas résonnant dans la cage d'escalier silencieuse. Au 3e étage, devant la porte marquée « A. Moreau », ils se positionnèrent selon le protocole standard. 7 heures précises. 3 coups fermes retentirent. Amélie ouvrit sa porte, encore en peignoir de soie bleu pâle, les cheveux défaits. Son visage passa de la surprise à l'incompréhension, puis à la terreur pure quand elle aperçut les uniformes. « Amélie Moreau ?» demanda le capitaine Roussel d'une voix officielle. « Oui, mais qu'est-ce que... » « Vous êtes en état d'arrestation pour violence volontaire sur mineur. Vous avez le droit de garder le silence. »« Non !» hurla-t-elle soudain, réalisant l'ampleur de la situation. « Pas ça, pas devant tout le monde !» Mais il était trop tard. Les voisins, attirés par les éclats de voix, sortèrent sur leurs paliers. Les portes s'ouvraient une à une, révélant des visages curieux et choqués. Madame Bertrand montait 4 à 4, son téléphone à la main, filmant déjà la scène. « Camille me fait ça. C'est ma propre sœur qui me détruit.
sanglotait Amélie tandis qu'on lui passait les menottes. « Elle ment! Elle a toujours été jalouse de moi !» Ces cris résonnaient dans tout l'immeuble. Au premier étage, la famille Martin ouvrait grand leurs volets pour mieux voir. Les enfants Dubois se pressaient contre la rampe, fascinés par ce spectacle inédit. « Elle m'accuse d'avoir frappé sa fille, mais c'est faux, cette petite peste l'a cherchée !» continuait Amélie, perdant toute dignité. « Monsieur ?» Dumont, retraité perspicace, hochait la tête avec amertume. On s'en doutait avec tous ces cris bizarres qui venaient de chez elle, ces disputes terribles qu'elle avait au téléphone. Madame Bertrand commentait déjà pour sa vidéo. Madame Moreau arrêtée ce matin. Violence sur enfant, ça explique pourquoi sa nièce pleurait toujours quand elle venait ici. La descente fut un calvaire. À chaque étage, de nouveaux témoins s'ajoutaient au spectacle. Amélie, menottée et en larmes, tentait désespérément de sauver les apparences. « Vous ne comprenez pas, je suis malade, j'ai besoin d'aide, pas de prison !» implorait-elle. Mais les visages autour d'elle s'étaient durcis. Ses voisins qui la saluaient poliment découvraient soudain la vérité sur cette femme élégante qu'ils croyaient connaître. « Ma pauvre petite nièce !» murmura Madame Garcin du premier étage. « Si j'avais su... » Devant l'immeuble, la petite foule s'était rassemblée. Commerçants, passants matinaux, habitants du quartier, tous regardèrent cette femme en peignoir qu'on installait dans une voiture de police. C'est elle qui s'occupait parfois des enfants du divorce Blanchard, reconnut le boulanger. Les petits avaient toujours l'air terrifiés avec elle. Amélie, désormais à l'arrière du véhicule, tentait une dernière manipulation. À travers la vitre, elle lança d'une voix théâtrale. « Camille et son mari commissaire vont regretter ça. Ils ne savent pas de quoi je suis capable. Cette famille va payer cher leur trahison. » Ces menaces, prononcées devant témoins, furent immédiatement notées par les agents. Elles constitueraient des preuves supplémentaires d'intimidation et de chantage. Alors que la voiture démarrait, emportant Amélie vers le commissariat, l'immeuble bruissait encore de commentaires. Les langues se déliaient enfin, révélant des mois d'observation inquiétantes que personne n'avait osé signaler. Dans sa cuisine de Versailles, Camille regardait les informations locales qui relataient déjà l'arrestation. Son téléphone vibrait sans cesse. Messages de soutien d'amis, mais aussi appels hystériques de ses parents. Elle ne répondit à aucun. Sa guerre venait de franchir un cap décisif. 8 heures. Commissariat de Boulogne-Billancourt. Amélie fut installée dans la cellule de garde à vue numéro 3, ses vêtements civils échangés contre une tenue réglementaire. Son maquillage avait coulé, révélant un visage défait que ses proches n'avaient jamais vu. Le capitaine Roussel ouvrit l'interrogatoire à 8h30 précise. Face à lui, Amélie avait retrouvé un semblant de contenance, mais ses mains tremblaient imperceptiblement. « Madame Moreau, vous êtes accusée de violence volontaire sur mineur. Que répondez-vous à ces accusations ? » « C'est ridicule, » répliqua-t-elle d'une voix qu'elle voulait assurer. « Ma nièce a renversé du jus sur ma chemise. Je l'ai simplement grondée, comme toute tante responsable. » « Grondée ?» Le capitaine sortit une tablette. Regardez attentivement ces images. La vidéo de Camille défilait, implacable. On voyait clairement la violence de la gifle, la brutalité avec laquelle Amélie traînait Léa, l'enfermement dans le placard. Amélie pâlit en découvrant que tout avait été filmé. « C'est sorti de son contexte, » balbutia-t-elle. « Vous ne comprenez pas. Cet enfant me provoque depuis des mois. Elle teste mes limites exprès. » Face à l'évidence, Amélie changea brutalement de stratégie. Ses épaules s'affaissèrent, des larmes apparurent dans ses yeux. « Je suis malade, » murmura-t-elle. « Trouble bipolaire diagnostiqué. Je suis suivie par le docteur Lemarchand depuis 8 mois. Mes parents perdent mes consultations parce que je n'ai pas les moyens. Ils négligent mes soins. Ils me poussent dans des situations que je ne peux pas gérer. » À 15h, Maître Dubois fit son entrée. Avocat réputé spécialisé dans la défense des malades mentaux, il avait été contacté dans l'urgence par Pierre et Martine. Sa stratégie était claire. Plaider l'irresponsabilité pénale. « Ma cliente souffre de pathologies psychiatriques lourdes, » déclara-t-il au capitaine Roussel. « Elle était en pleine crise au moment des faits. Nous demandons une expertise psychiatrique immédiate pour évaluer l'abolition de son discernement. » Mais à 18h, Amélie commit une erreur fatale. Croyant impressionner ses interrogateurs, elle révéla des détails précis sur des affaires confidentielles menées par Thomas. « Vous savez,
Le commissaire Moreau n'est pas si irréprochable. L'affaire Bertin, par exemple. Les preuves étaient discutables. Et son enquête sur les cambriolages de Chatou, il a pris des raccourcis intéressants. Le capitaine Roussel fronça les sourcils. Comment cette femme en garde à vue connaissait-elle ces détails classés secret défense? Comment avez-vous accès à ces informations? Amélie sourit avec une assurance retrouvée. J'ai mes sources dans la police, capitaine. Le brigadier Lemoine est très bavard quand on sait s'y prendre avec lui. Cette révélation déclencha immédiatement une enquête interne. En moins d'une heure, le brigadier Lemoine était convoqué et avouait tout. Depuis 3 mois, Amélie lui versait 500 € mensuels en échange d'informations sur les dossiers de Thomas. À 20h, fin de garde à vue. Amélie fut libérée sous contrôle judiciaire strict. Pointage au commissariat 2 fois par semaine, interdiction de quitter le département, obligation de soins psychiatriques. Sur les marches du commissariat, une meute de journalistes l'attendait. L'affaire avait fuité, alimentant les réseaux sociaux depuis le matin. Madame Moreau, que répondez-vous aux accusations de votre famille? Amélie se redressa, retrouvant instinctivement son masque de respectabilité. Mais la fatigue et la colère la trahirent. Ma sœur et son mari commissaire vont regretter de s'être attaqués à moi, lança-t-elle aux caméras. Ils pensent m'avoir détruite, mais ils ne savent pas de quoi je suis vraiment capable. Cette famille va découvrir ce que coûte de me trahir. Ces menaces publiques, diffusées en direct, constituèrent de nouveaux chefs d'accusation, intimidation sur témoins et chantage familial. Dans sa voiture, Maître Dubois tentait désespérément de limiter les dégâts. « Amélie, taisez-vous. Chaque mot peut être retenu contre vous. » Mais elle était lancée, ivre de rage et de sentiments d'injustice. « Il croit que je vais me laisser faire? J'ai des informations sur Thomas qui pourraient ruiner sa carrière. Et Camille, ma petite sœur parfaite, va découvrir que je sais des choses sur elle aussi. » Le soir même, Thomas découvrit qu'Amélie avait déposé plainte contre lui pour harcèlement familial, abus de pouvoir et utilisation de sa fonction pour règlement de compte personnel. La guerre était officiellement déclarée. Vendredi 20 septembre, 9h. Locaux de l'IGPN. Rue Saint-Didier à Paris. Thomas pénétrait dans cette forteresse administrative redoutée de tous les policiers, convoqué pour audition dans le cadre de la plainte déposée par Amélie. Le commandant Durand, officier de l'inspection générale, l'accueillit avec la froideur protocolaire de rigueur. « Commissaire Moreau, asseyez-vous. Vous êtes entendu comme personne mise en cause dans une affaire de harcèlement et d'abus de pouvoir. » Thomas conservait son calme professionnel, mais intérieurement, il mesurait la gravité de la situation. Une enquête IGPN pouvait détruire une carrière en quelques semaines. « Connaissez-vous le brigadier Lemoine ?» attaqua immédiatement le commandant. « Oui, il travaille sous mes ordres depuis 2 ans. Il a avoué hier soir avoir transmis des informations confidentielles à votre belle-sœur contre rémunération. Étiez-vous au courant ?» Thomas sentit le piège se refermer. « Absolument pas. J'ai découvert cette corruption en même temps que vous. » L'interrogatoire dura 4 heures. Chaque détail de l'enquête préliminaire sur Amélie fut disséqué, analysé, remis en question. Thomas dut justifier chaque décision, expliquer pourquoi il n'avait pas signalé plus tôt le lien familial. « Vous supervisez une enquête sur votre belle-sœur depuis 2 mois et vous ne jugez pas utile d'informer votre hiérarchie ?» insistait le commandant Durand. L'enquête préliminaire était confidentielle. Le lien familial n'était pas apparent au début des investigations. Mardi 24 septembre. Thomas fut convoqué chez le juge d'instruction Martineau. L'atmosphère du palais de justice de Nanterre était oppressante, chargée du poids de carrières brisées et de destins scellés. « Commissaire Moreau, » déclara le magistrat en consultant son dossier, « les éléments de l'enquête plaident en votre faveur. Votre subordonné confirme avoir agi à votre insu. Vous ne serez pas mis en examen, mais placé sous le statut de témoin assisté. » Un soulagement immense envahit Thomas. Il évitait la mise en examen, mais le statut de témoin assisté signifiait qu'il restait sous surveillance judiciaire. Pendant ce temps, l'isolement social s'installait insidieusement. Au commissariat, les couloirs se vidaient sur son passage. Ses collègues détournèrent le regard, mal à l'aise. Certains, plus courageux, lui glissèrent des mots de soutien discret, mais la plupart préféraient éviter tout contact avec un commissaire sous enquête. Chez eux, à Versailles, l'ambiance était pesante. Léa sentait la tension sans la comprendre. Elle dessinait compulsivement des maisons aux murs épais,
des châteaux forts imprenables. Pourquoi les amis ne viennent plus à la maison ? Demanda-t-elle un soir. Camille cherchait ses mots. Comment expliquer à une enfant de 9 ans que leur combat pour la justice les transformait en parias ? Le docteur Moreau, pédopsychiatre au CHU de Versailles, recevait Léa 2 fois par semaine. Ses conclusions étaient alarmantes. Votre fille présente un syndrome de stress post-traumatique complexe. Les violences qu'elle a subies ne se limitent pas à l'incident du 15 septembre. Elle révéla suivre 4 autres enfants victimes d'Amélie depuis 2 ans. Votre belle-sœur a un mode opératoire précis. Elle cible les familles vulnérables, s'intègre comme une aide bienveillante, puis instrumentalise les enfants pour manipuler les adultes. Cette révélation glaça le sang de Camille. Combien d'autres familles Amélie avait-elle détruites ? Vendredi 27 septembre. L'expertise psychiatrique du docteur Vasseur, expert judiciaire, tombait comme un coup près. Mademoiselle Moreau présente un trouble de la personnalité antisociale avec instrumentalisation consciente de ses épisodes psychotiques. Elle utilise sa pathologie bipolaire comme paravent pour justifier ses actes de manipulation et de violence. Le diagnostic était sans appel. Amélie était dangereuse et parfaitement consciente de ses actes. Mais l'isolement continuait. Les parents de Camille multipliaient les appels hystériques, alternant menaces et chantages affectifs. « Tu détruis notre famille. Amélie va finir en prison par ta faute. » Certains amis proches prenaient à leur distance, jugeant l'affaire trop compliquée. D'autres, influencés par les rumeurs, commençaient à douter de la version de Camille. Un soir, Léa se réveilla en pleurs. « Maman, et si tante Amélie avait raison ? Et si j'étais vraiment une méchante petite fille ?» Camille serra sa fille contre son cœur, sentant la colère monter en elle comme une lave brûlante. Cette enfant innocente se sentait coupable des violences subies. « Non, ma chérie, tu n'es pas méchante, c'est elle qui l'est. » Cette nuit-là, Camille prit une décision définitive. Peu importait l'isolement, les regards accusateurs, la pression sociale. Elle irait jusqu'au bout. Lundi 30 septembre. L'enquête du capitaine Roussel révélait l'ampleur terrifiante des manipulations d'Amélie. Dans son bureau du commissariat de Boulogne-Billancourt, il étalait les témoignages qui s'accumulaient depuis une semaine. « Regardez ça », dit-il à son adjoint en montrant un dossier épais. En 18 mois, elle a provoqué 3 divorces et 2 ruptures familiales. Son mode opératoire est d'une précision chirurgicale. Les victimes sortaient enfin de leur silence. Marc Blanchard, son ex-mari, avait accepté de témoigner après des années de terreur silencieuse. Elle menaçait de se mutiler devant nos fils si je demandais le divorce, révéla-t-il d'une voix brisée. Puis elle filmait leur crise de panique pour me faire chanter. « Regarde ce que tu fais à tes enfants », disait-elle. J'ai cédé pendant 3 ans. Sophie Leroux, sa voisine de palier, confirma. Elle montait les couples de l'immeuble les uns contre les autres. Elle rapportait des conversations privées, inventait des histoires d'infidélité. En 6 mois, 4 couples ont rompu. Le témoignage le plus troublant venait de Madame Garcin, ancienne institutrice. Quand elle gardait les enfants du bois, elle leur racontait que leurs parents allaient divorcer à cause d'eux. Ces petits rentraient terrorisés chez eux, persuadés d'être responsables des disputes familiales. Jeudi 3 octobre, 15h30. Amélie, seule dans son appartement de Boulogne, préparait minutieusement sa contre-attaque. Elle avait étudié les témoignages qui l'accablaient, analysé la stratégie judiciaire qui se resserrait autour d'elle. « Ils croient m'avoir acculée », murmura-t-elle en se dirigeant vers la salle de bain. « Ils vont découvrir de quoi je suis vraiment capable. » Elle sortit une lame de rasoir neuve, l'examina à la lumière. Puis, avec un calcul glacial, elle se taillada superficiellement les avant-bras. Juste assez pour saigner, pas assez pour risquer sa vie. Le timing était parfait. Sa voisine, Madame Bertrand, devait passer à 16h pour récupérer un colis. À 16h05 précise, les cris hystériques résonnèrent dans l'immeuble. « Au secours! Elle saigne! Appelez une ambulance !» L'hospitalisation de 48 heures à Sainte-Anne fut orchestrée comme une pièce de théâtre. Amélie jouait la femme brisée, poussée au désespoir par l'acharnement familial. « Ma propre sœur me détruit », sanglotait-elle devant les infirmières émues. « Elle utilise son mari policier pour me faire accuser de crimes que je n'ai pas commis. Je préférais mourir plutôt que d'aller en prison innocente. » Le docteur Lemarchand, son psychiatre traitant, confirma devant les médias.
Madame Moreau a fait un geste parasuicidaire en réaction au harcèlement judiciaire qu'elle subit. C'est classique chez les personnalités fragiles. L'opinion publique bascula. Les réseaux sociaux se déchaînèrent. Famille sans cœur, acharnement sur une malade mentale, justice à deux vitesses. Camille, chez elle, regardait les informations avec amertume. La stratégie d'Amélie fonctionnait parfaitement. Sa sœur retournait la situation, se victimisant aux yeux du public. Samedi, 5 octobre. Le docteur Bernot, contre-expert mandaté par le tribunal, examina Amélie à l'hôpital. Psychiatre judiciaire expérimenté, il ne se laissa pas berner par la comédie. Les entailles sont parfaitement contrôlées, nota-t-il dans son rapport. Superficielles, évitant soigneusement les zones dangereuses. Geste parasuicidaire à visée manipulatoire caractérisée. La patiente présente tous les signes d'un trouble de la personnalité antisociale, avec instrumentalisation de ses épisodes dépressifs. Son diagnostic contredisait frontalement celui du docteur Lemarchand, créant un débat d'experts qui compliquerait le procès. Dimanche 6 octobre, 14 h. Camille se rendit à l'hôpital, poussée par un mélange de culpabilité et de détermination. Elle trouva Amélie dans sa chambre, les avant-bras bandés, entourée de fleurs envoyées par des inconnus compatissants. « Tu es venue voir ton œuvre ?» demanda Amélie d'une voix théâtrale. « Je suis venue voir jusqu'où tu es prête à aller. » Amélie sourit, un sourire glacial qui ne trompait personne dans cette chambre. « Tu n'as encore rien vu, petite sœur. Tu veux jouer à qui détruira l'autre en premier ? Parfait. Mais souviens-toi, j'ai 30 ans d'expérience dans ce jeu. » Elle se pencha vers Camille, baissant la voix pour que l'infirmière de garde ne l'entende pas. « Tu vois ce que tes accusations me font subir. Imagine maintenant ce que je pourrais faire subir à Léa si tu persistes dans cette voie. » L'infirmière, témoin involontaire, nota cette menace à peine voilée dans le dossier médical. Camille quitta l'hôpital avec une certitude absolue. Amélie était plus dangereuse que jamais. Sa tentative de suicide ratée n'était qu'une étape dans une stratégie de guerre totale. Cette nuit-là, elle doubla les verrous de sa maison et installa un système d'alarme. La vraie bataille ne faisait que commencer. Mardi 15 octobre, 9 h. Tribunal correctionnel de Créteil. La salle d'audience était comble, remplie de journalistes, de curieux et de proches des deux camps. Amélie fit son entrée, élégamment vêtue d'un tailleur sombre, les cicatrices de ses avant-bras discrètement dissimulées sous des manches longues. Elle avait retrouvé son masque de respectabilité, jouant à la perfection la femme fragile injustement accusée. Son regard croisa celui de Camille, assise au premier rang avec Thomas. Un sourire imperceptible étira ses lèvres. « L'audience est ouverte », déclara le président Morel. « Madame Moreau, vous comparaissez libre sous contrôle judiciaire pour violence volontaire sur mineur. » Amélie se leva gracieusement. « Monsieur le Président, je suis une femme malade qui a besoin d'aide, pas de châtiment. Mes troubles bipolaires m'ont fait perdre momentanément le contrôle. » Maître Dubois développa habilement cette stratégie. « Ma cliente souffre de pathologies psychiatriques lourdes. Elle était en pleine crise lors des faits reprochés. » À 10h30, Pierre et Martine furent appelés à la barre. Le moment que Camille redoutait depuis des semaines était arrivé. Ses parents allaient-ils témoigner en faveur d'Amélie ou dire enfin la vérité ? Pierre, voûté par le poids des ans et de la culpabilité, s'effondra dès les premières questions. « Nous vivons dans la terreur depuis 25 ans. Amélie nous fait du chantage au suicide depuis qu'elle a 14 ans. » Sa voix se brisa. « Nous avons sacrifié l'enfance de Camille pour éviter les crises d'Amélie. Chaque fois qu'on ne cédait pas à ses exigences, elle menaçait de se tuer ou elle tuait les animaux de compagnie de Camille. » Martine confirma, les larmes aux yeux. Les lapins, le chat, le canari. Elle les éliminait un par un quand on lui refusait quelque chose. On préférait fermer les yeux plutôt qu'affronter sa violence. La salle était sous le choc. Amélie perdait sa contenance. Ses traits se durcissaient. À 14 h, révélation capitale. L'avocat général révéla que le fameux traumatisme crânien d'Amélie à 8 ans, souvent invoqué pour expliquer ses troubles, était en réalité un mensonge. L'enquête a établi qu'elle s'était jetée volontairement dans les escaliers pour faire accuser sa sœur de l'avoir poussée. La manipulation remontait donc à l'enfance, révélant une personnalité perverse précoce. À 15h30, moment crucial. Diffusion de la vidéo du 15 septembre. Les images parlèrent d'elles-mêmes. La violence de la gifle, la terreur de Léa,
l'enfermement dans le placard. Mais l'élément le plus accablant était l'enregistrement audio, où Amélie, seule avec l'enfant, chuchotait « Tu sais ce qui arrive aux petites rapporteuses. Elles disparaissent la nuit et leurs parents ne les retrouvent jamais. » Le public retint son souffle. Cette menace proférée contre une enfant de 9 ans révélait la vraie nature d'Amélie. À 16h15, l'accusée perdit définitivement son sang-froid. Quand le président refusa le huis clos demandé par son avocat, elle explosa. « Vous êtes tous des incompétents. Cette gamine mérite ce qui lui arrive, comme sa mère avant elle. J'ai passé ma vie à subir leurs caprices. » Ces mots, prononcés devant la cour, anéantissaient des mois de stratégie défensive. Le masque était tombé, révélant enfin le monstre qu'elle dissimulait. Maître Dubois tentait désespérément de rattraper la situation. Ma cliente est en pleine crise. Elle ne contrôle pas ses paroles. Mais le mal était fait. Les jurés avaient vu le vrai visage d'Amélie. L'avocat général requit avec fermeté. Madame Moreau instrumentalise sa maladie pour justifier des actes de pure malveillance. Elle représente un danger permanent pour les enfants de son entourage. À 17h, le président annonça la mise en délibéré pour le 18 octobre. En sortant, Amélie lança un regard venimeux vers Camille. « Tu crois avoir gagné ? Ce n'est que le début. » Camille frissonna. Même face à la défaite, sa sœur planifiait déjà sa vengeance. Dans la voiture qui les ramenait à Versailles, Thomas prit la main de sa femme. « Quoi qu'il arrive vendredi, tu as été courageuse. Léa peut être fière de sa mère. » Mais Camille savait que le verdict, quel qu'il soit, ne changerait rien à la nature profonde d'Amélie. Le danger resterait permanent. Vendredi 18 octobre, 10h, tribunal correctionnel de Créteil. La tension était palpable dans la salle d'audience bondée. Camille serrait la main de Thomas, sentant son cœur battre à tout rompre. Après des mois de combat, l'heure du verdict avait sonné. Le président Morel se leva solennellement. « Amélie Moreau, levez-vous. » Face à lui, Amélie affichait un masque d'indifférence, mais ses mains tremblaient imperceptiblement. « La Cour vous déclare coupable de violences volontaires sur mineurs avec circonstances aggravantes. Vous êtes condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire. » Un murmure parcourut l'assistance. Amélie vacilla légèrement. « Vous devrez suivre des soins psychiatriques obligatoires chez le docteur Bernot, pointé au commissariat 2 fois par semaine, et il vous est formellement interdit de vous rendre au domicile, lieu de travail et école de Léa Moreau pendant 3 ans. En cas de récidive, la peine sera exécutée immédiatement. » Amélie sortit du tribunal libre mais brisée. Sa réputation était détruite, sa crédibilité anéantie. Les voisins de Boulogne la regardaient désormais avec méfiance et dégoût. Camille, elle, éprouvait un mélange de soulagement et de vigilance. Justice était rendue, mais elle savait qu'Amélie ne renoncerait jamais vraiment. 2 ans plus tard, dans leur nouvelle maison de Versailles, Léa fêtait ses 11 ans. La petite fille traumatisée avait laissé place à une enfant épanouie qui pratiquait le judo avec passion. « Pour me défendre des méchantes personnes », expliquait-elle fièrement. Ses dessins avaient évolué. Elle représentait maintenant des familles souriantes dans des maisons aux murs protecteurs. Mais les fenêtres étaient grandes ouvertes sur un monde bienveillant. Thomas, promu commandant après le classement sans suite de l'affaire IGPN, dirigeait une nouvelle brigade spécialisée dans les violences familiales. Son expérience personnelle enrichissait son approche professionnelle. Camille était devenue formatrice reconnue. Elle animait des séminaires pour éducateurs et travailleurs sociaux sur la détection des manipulations familiales. Son témoignage touchait profondément les professionnels. « J'ai mis 30 ans à comprendre que l'amour familial ne justifie pas le silence face à la violence. » Pierre et Martine, rongés par la culpabilité, tentaient de renouer timidement. Ils envoyaient des cartes d'anniversaire, proposaient des rencontres prudentes. Camille maintenait une distance bienveillante mais ferme. « Vous avez fait vos choix il y a 30 ans. Moi, j'ai fait les miens il y a 2 ans. » Amélie respectait scrupuleusement ses obligations judiciaires. Ses médecins notaient une amélioration comportementale remarquable dans leur rapport. Elle suivait ses thérapies, pointait régulièrement, évitait tout contact avec la famille. Mais le docteur Bernot ne se laissait pas berner. Les psychopathes apprennent à imiter parfaitement l'empathie et la guérison. Sa dangerosité fondamentale reste entière. La vigilance doit être permanente. Un soir d'automne,
Regardant Léa faire ses devoirs paisiblement à la table de la cuisine, Camille mesurait le chemin parcouru. Cette petite fille dessinait maintenant son avenir avec confiance, protégée par des murs d'amour indestructibles. Thomas s'approcha, passant ses bras autour de sa femme. « Tu as réussi, Camille. Tu as brisé le cycle. »« Non, » répondit-elle en souriant. « Nous avons réussi. Ensemble. » Dans sa chambre décorée de ses trophées de judo, Léa achevait un nouveau dessin. Une maison forteresse aux murs hauts et solides, avec un jardin secret au centre où une petite fille souriante cueillait des fleurs. Au bas de la feuille, elle avait écrit d'une écriture appliquée « Chez nous, les méchantes personnes ne peuvent jamais entrer ». Camille contempla cette œuvre d'enfant et comprit que sa fille avait intégré la leçon essentielle. On ne guérit jamais complètement d'une famille toxique, mais on peut construire des défenses assez solides pour protéger ceux qu'on aime. La guerre était finie. La vigilance, elle, serait éternelle.